Bonsoir à tous et bienvenue. Abidjan abrite la COP15, la conférence onusienne pour lutter contre la désertification. Une première journée consacrée ce lundi au sommet des chefs d'État et de gouvernement. Un sommet qui doit être celui de l'espoir, selon le président Ouattara. Les intempéries continuent de faire des victimes à Mossikro, dans la commune d'Atekoubé. Hier soir, 6 personnes, dont 5 enfants, ont évité le pire après les fortes pluies de dimanche. Et puis, qui pour succéder au président de l'Assemblée nationale, décédé samedi à Abidjan. Les candidatures sont ouvertes pour la succession d'Amadou Soumaoro. Pour les 11 prochains jours, Abidjan est la capitale mondiale de la lutte contre la désertification. Depuis ce matin, la capitale économique abrite la COP15 avec la participation de 9 chefs d'État africains. Ils ont participé ce lundi au sommet des chefs d'État et de gouvernement, un sommet de l'espoir et de la mobilisation collective, selon le président Alassane Ouattara. Pierre Dipomélin, Kimo Eric. Ouverture de la COP15. La conférence des parties sur la lutte contre la désertification et la sécheresse dans la capitale économique du pays, avec plus de 190 pays représentés. Les participants devront décider d'actions futures pour atténuer les conséquences de la progression de la sécheresse qui menace de faim 20 millions de personnes uniquement dans la corne de l'Afrique. Hommes et animaux peinent à survivre face à l'absence d'eau et la dégradation des terres. À l'ouverture des assises d'Abidjan, où la première journée a été consacrée au sommet des chefs d'État et de gouvernement, le président ivoirien Alassane Ouattara a dépeint un tableau sombre de la situation avant d'appeler ses pairs à agir efficacement contre l'avancée de la sécheresse. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, le désert progresse de 5 km chaque année dans les zones semi-arides d'Afrique de l'Ouest. Nos peuples fondent beaucoup d'espoir sur nous. Nous n'avons pas le droit de les décevoir. Agissons vite, agissons ensemble pour donner une nouvelle vie à nos terres. La situation en Côte d'Ivoire n'est pas plus réluisante. La superficie forestière, qui représentait 16 millions d'hectares dans les années 1900, n'est plus que d'environ 3 millions d'hectares selon les chiffres de 2021. La Côte d'Ivoire pourrait ne plus disposer de forêts à l'horizon 2050 si rien n'est fait. Le président Ouattara a rappelé les solutions envisagées pour contrer la déforestation. Face à ce défi majeur, une nouvelle politique forestière ainsi que sa stratégie de mise en œuvre ont été adoptées en vue du renouvellement de 3 millions d'hectares de forêts à l'horizon 2030 pour un montant de 616 milliards de francs CFA. Soit environ 1,1 milliard de dollars américains. Cette stratégie fait la promotion de l'agroforesterie et fait appel au secteur privé pour la reconstitution du couvert forestier. Le chef d'État a par ailleurs réitéré son appel aux pays développés à réduire davantage les émissions de gaz à effet de serre et à tenir l'engagement de mobiliser 100 millions de dollars, soit plus de 50 milliards de francs CFA, par an, dans le but d'aider les pays en développement à réussir leur transition énergétique et leur adaptation au changement climatique. La Première Dame, pour sa part, a ouvert cet après-midi, en cette première journée de la COP15, la deuxième édition du caucus sur le genre, la conférence qui promeut l'accès équitable des femmes à la gestion des ressources terrestres, à l'occasion pour Dominique Ouattara d'appeler à l'accroissement de leur pouvoir d'action afin de renforcer le droit des femmes, et notamment dans le milieu rural. Salif Yalekwe. Le Gender Caucus, ou la conférence des femmes, un autre rendez-vous de la COP15 qui se tient à Abidjan. C'est la première dame, Dominique Ouattara, qui a ouvert cet après-midi les travaux. À cette occasion, elle a retracé de nombreuses difficultés de la gente féminine, malgré les efforts des gouvernements et des initiatives telles que le FAFSI, Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire. Nos sœurs passent des heures à chercher de l'eau, à labourer un sol aride, en plus d'effectuer leurs tâches ménagères habituelles. La désertification contribue donc à détériorer la santé des femmes et les rend plus vulnérables. En effet, parce qu'elles entretiennent un rapport direct avec la terre, les femmes doivent bénéficier d'une attention particulière de la part des gouvernants, des Nations Unies, des bailleurs de fonds, enfin de tous.
En somme, ce caucus doit apporter des réponses concrètes aux problèmes inhérents aux femmes face au changement climatique. En ce qui me concerne, je me bats pour permettre aux femmes d'acquérir plus d'autonomie pour améliorer leurs conditions de vie et celles de leur famille. J'ai créé le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, FAFSI, avec l'aide du président de la République. C'est un fonds à taux d'intérêt réduit qui est octroyé sans exigence de garantie aux femmes non éligibles aux prêts classiques et qui leur permet de financer leur activité génératrice de revenus. Dominique Ouattara a exhorté les femmes à plus d'engagement dans la société. Ce caucus a pour thème « Terre, vie, patrimoine, d'un monde précaire vers un avenir prospère ». Cette réunion de haut niveau se veut une plateforme de soutien aux initiatives et un catalyseur de la mise en œuvre du plan d'action pour l'égalité des sexes au niveau des pays. Il se propose également de contribuer à l'autonomisation des femmes agricultrices. La nuit dernière a été particulièrement agitée pour les habitants du quartier Mossikro, dans la commune d'Atekoubé. Les pluies diluviennes d'hier soir ont fait d'importants dégâts. Le bilan fait état de 6 blessés, dont 5 enfants, et un quartier qui se réveille ce lundi dans un décor d'après-déluge. Le constat de Mardoché Kwasi et Mathurin Badé. Boussanga-Dougou, dans le quartier de Mossikro, commune d'Atekoubé. Ces familles ont presque tout perdu. Elles ont également vu 6 des leurs blessés qui ont été évacués par les agents du groupement des sapeurs-pompiers militaires. La cause, le mur de la clôture d'un appartement du quartier millionnaire, contigu à ce quartier précaire, s'est écroulé sur leurs habitations, suite à la forte pluie de la nuit du dimanche à ce lundi matin. Moi, j'étais au salon, les 3 enfants étaient dans la chambre pour dormir. En même temps, j'ai entendu le bruit, en même temps, brrr. La maison est tombée sur eux. Ils sont là, crier, maman, je ne peux pas. La porte est bloquée avec les sables. C'est les voisins qui sont venus nous aider pour les faire sortir. D'un moment, j'ai entendu un bruit où les gens disaient sortez, sortez. Et directement, ils sont arrivés sur le site et j'ai trouvé que vraiment le drame était déjà fait. Donc il fallait vraiment mobiliser les jeunes des quartiers pour qu'on puisse en sortir ces personnes qui étaient sur les débris. Vraiment, il faut le dire, la jeunesse a fait son effort. Nous n'avons pas fait attention que cette clôture-là pourrait céder, puisqu'il n'y avait pas de signes qui prouvaient qu'elle devait céder. Si c'était sur les plans de colline, on avait déjà dit à tout le monde de quitter ce côté-là. Il faut encore sensibiliser notre population pour que vraiment qu'ils puissent quitter ces sites-là, pour ne pas que ces drames arrivent encore. À quelques encablures de là, 2 véhicules emportés par la montée des eaux de ruissellement. On était en panne hier, on a dépanné la voiture, on a garé celle-ci. Comme ce n'est pas fini, on est parti à la maison. Matin, on vient trouver la voiture s'est déplacée pour aller dans tout là. L'eau est partie à ça. Pluie qui est venue hier là. On est obligé de louer une voiture pour venir tirer. Tout ça là, c'est dépense pour nous aussi. Cette montée des eaux a également inondé des habitations et même des écoles primaires qui ont dû libérer leurs élèves. Une situation due, selon les riverains, à des travaux en cours qui ont bouché les canaux d'évacuation des eaux, provoquant ainsi ce débordement observé. Il y a le travaux qu'ils ont commencé à faire ici, ça fait plus qu'1 an maintenant. Ils sont venus dire qu'ils vont agrandir le pont là. Vous voyez, le pont là est petit. Vous voyez, le quartier là, les gens derrière l'eau là, ils sont venus déménager dans l'autre côté. Le quartier est devenu grand. Donc les mêmes poubelles, les mêmes saletés que tu vois là même, tout ça là, ils jettent dans les caniveaux là-bas. Quand ça avait passé ici, ça bouche le caniveau. Le caniveau est devenu petit. Ils sont venus dire qu'ils vont casser ça là pour agrandir ça un peu. Ils sont venus, ils ont barré là en disant qu'ils vont mettre une déviation à côté pour casser ça là pour faire. Ça fait 1 an maintenant. 1 an, quand il pleut seulement, voilà l'eau là, ça rentre dans nos quartiers. Ça bloque la route, ça fait tout. Ça fait tous les dégâts. Où l'eau doit passer, en gros là, ils ont mis 2 petits caniveaux, 2 petits tuyaux comme ça. Donc quand saleté vient, ça cale. Quand ça cale, l'eau, il n'y a pas la route pour passer. Donc ça rentre dans le quartier. En rentrant dans le quartier, ça rentre dans nos maisons. Plus loin, c'est l'axe de Mossikro à Djamé qui est complètement coupé par l'eau de cette forte pluie. Si les plus courageux tentent la traversée, au risque d'être emportés ou bloqués par l'eau, d'autres par contre choisissent la voie de la prudence et font demi-tour. Je venais juste dans le cadre de ma mission, je suis venu trouver une inondation vraiment excessive. Il y a même des véhicules qui sont restés. Il y avait le matin d'abord un premier véhicule et voilà le deuxième qui est totalement mort. Moi-même, j'ai dû laisser ma moto après l'eau. Voilà, voici mon casque, donc je marche pour aller voir mon client et je retourne. Je n'ai pas gagné mon moteur, voilà pourquoi je retourne. L'eau est trop profonde. Ça nous crée beaucoup de désagréments.
Je suis habitué, mais aujourd'hui, ça m'étonne que c'est rempli comme ça. Sinon, habituellement, je passe, mais aujourd'hui, vraiment, ça déborde. Les saisons des pluies se suivent et se ressemblent à Mosikro. L'année dernière, à la même période, un mur s'était déjà écroulé sur des habitations, faisant plusieurs morts. Au moment où démarre à peine la saison des pluies, cette zone et plusieurs autres jugées dangereuses doivent faire l'objet de mesures vigoureuses pour éviter des drames supplémentaires. Depuis l'annonce de la triste nouvelle de son décès, la résidence du président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaoro, ne désemplit pas. Nombreuses sont les personnalités de tous bords confondus à avoir fait le déplacement pour dire Yako à la famille éplorée, la famille qui a dévoilé ce lundi par la voix de son porte-parole le programme des obsèques de celui qui se faisait appeler le Tchamba ou encore le sage. Timé Danger, Fulgence Kissiedo. 14 mois après le Premier ministre Ahmed Bakayoko, Séguéla, capitale de région du Ourodougou, dans le nord-ouest ivoirien, à nouveau en deuil. Un autre de ses fils illustres répond depuis samedi dernier à l'appel du Seigneur. Amadou Soumaoro. Depuis lors, la famille biologique s'est retranchée à sa résidence d'Abidjan Cocody Riviera, Beverly Hills. À son chevet, la Côte d'Ivoire assemblée. Parmi les hôtes, les représentants du peuple, venus eux aussi prendre leur place dans les obsèques du défunt chef du perchoir. Amadou Soumaoro, celui-là même qui a révolutionné le statut des députés. Si aujourd'hui, les députés peuvent parler, les députés peuvent lever la voix, les députés peuvent se sentir dans des conditions idoines de travail, c'est grâce, on pourrait dire, à la loi Amadou Soumaoro portant statut des députés. Un tel homme qui a mené un combat aussi âpre, un combat que beaucoup de députés avaient mené longtemps avant lui, qui s'en va, le Parlement ne pouvait pas rester indifférent. Il est des morts qui ne laissent pas indifférents. Nous sommes donc venus pleurer avec la famille. Outre les députés conduits par la présidente par intérim, plusieurs autres élus et cadres du pays sont au rendez-vous de la solidarité pour consoler la famille biologique qui a dévoilé le programme des obsèques qui se décline comme suit. Mardi 10 mai, hommage national à l'Assemblée nationale. Mercredi 11 mai, prière à l'esplanade de la mosquée de la Riviera Golf et transfert de corps à Séguéla. Jeudi, hommage national au stade Loseni Soumaoro et veillée religieuse. Vendredi, inhumation à Séguéla au terme de la prière mortuaire de la Grande Mosquée. En attendant ce rendez-vous de la séparation sur cette terre natale de Séguéla, dont il fut maire de 1996 à 2013, la République se tient aux côtés de la famille éplorée d'Amadou Soumaoro, un fidèle parmi les fidèles, du président de la République, Alassane Ouattara, qui perd avec lui un autre illustre fils du Ourodougou. Et puis Amy Tungara, la doyenne des vice-présidents, a été désignée présidente de l'Assemblée nationale par intérim, intérim qui prendra fin le 7 juin 2022 avec l'élection de celui ou de celle qui succédera au défunt président Amadou Soumaoro. À ce propos, elle a déclaré ouvertes les candidatures jusqu'au 24 mai. Timé Danger, Fulgence Kissiedo. Hémicycle d'Abidjan Plateau. Ils sont réunis en plénière les députés de la 2e législature de la 3e République. Majoritairement de noirs vêtus, tous sont solidaires de la douleur qui frappe le pays. Le décès du désormais ex-président Amadou Soumaoro. 48 heures après, les visages sont graves pour les uns, embués pour les autres. Au perchoir, pour l'intérim, la doyenne des vice-présidents, Amy Tungara, fait des précisions puis décline le processus électoral. Les dispositions de l'article 3, alinéa 2 à 4 du règlement de l'Assemblée nationale stipule que, en cas de vacance de la présidence de l'Assemblée nationale par décès, décision ou par empêchement absolu, l'intérim du président de l'Assemblée nationale est assuré par le plus âgé des vice-présidents ou à défaut du suivant. C'est ce qui explique que je préside cette réunion de ce matin. Le vice-président Diawara Mamadou étant à l'étranger pour raisons médicales. La suite de ces dispositions indique que le vice-président en question convoque l'Assemblée nationale en vue de procéder à l'élection du nouveau président dans une période allant de 15 à 30 jours.
La date du mardi 24 mai est-elle fixée comme date butoir de réception des candidatures et la date du mardi 7 juin est fixée pour l'élection du nouveau président de l'Assemblée nationale. La vice-présidente par intérim, pour un délai d'1 mois, sonne par ailleurs la mobilisation de ses pairs à la cérémonie d'hommage national à leur regretté patron, demain mardi au siège de l'institution qu'il a dirigé de 2019 au samedi 7 mai 2022, date de sa mort. Des parlementaires, eux, pleurent encore celui qui se faisait appeler affectueusement Tchamba. Il était très engagé depuis le Front républicain à l'époque jusqu'à la venue de son parti au pouvoir. C'était quelqu'un qui s'est fait remarquer par un engagement fort et je dirais que c'était quelqu'un d'entier. Je ne connaissais pas particulièrement personnellement le président de l'Assemblée nationale, mais ce que je retiens de l'homme politique, c'est quelqu'un qui s'est montré très fidèle à ses convictions, très combatif. Et je crois que c'est ce que je peux dire de ce grand monsieur. C'est une grande perte pour l'État de Côte d'Ivoire. C'est encore plus pour le député ou les députés que nous sommes. Au nom du président Laurent Gbagbo, président du PPACI, et au nom du ministre Laye Hubert, président du groupe parlementaire, je voudrais ici présenter les condoléances les plus attristées au président de la République d'abord de Côte d'Ivoire, à l'Assemblée nationale et à la famille du regretté Amadou Soumaoro. Je connaissais personnellement M. Amadou Soumaoro pour avoir travaillé avec lui de 2001 à 2002. Lui comme maire de la commune de Séguéla et moi comme le sous-préfet central de Séguéla. Toi, c'est quelqu'un que j'ai connu depuis les heures chaudes de l'opposition. Et je retiens de l'homme que c'est un homme loyal, dévoué, baroudeur qui était vraiment acquis à la cause entière, totale du RDR. Tous les groupes parlementaires ont unanimement marqué leur solidarité à la famille biologique et politique de leur président, Amadou Soumaoro. La renaissance de l'école ivoirienne suit son cours. Plus de 40 collèges vont ouvrir d'ici la rentrée prochaine. C'est ce qu'annonce la ministre de l'Éducation nationale, Marietou Koné. C'était lors d'une visite des sites de construction des collèges de proximité du 2e C2D. L'objectif étant de favoriser l'éducation pour tous les enfants de la Côte d'Ivoire. Nedja Eja. Pour la rentrée scolaire 2022-2023 en septembre, 44 nouveaux collèges seront disponibles pour accroître le nombre d'établissements du secondaire déjà existants. C'est ce qu'a révélé Marietou Koné, ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, au terme de sa visite des sites de construction des collèges de proximité dans le cadre du 2e contrat de désendettement et de développement C2D 2. C'est un investissement pour les enfants de ce pays. Nous avons 2 grands défis. Le défi des infrastructures, si nous voulons que 100% des enfants aillent à l'école. Le défi de la qualité. Alors, les 2 vont de pair. Pour avoir la qualité, il faut déjà qu'il y ait les infrastructures qui accueillent les enfants. Parce que quand les enfants sont dans des salles en nombre pléthorique, ça ne facilite pas l'apprentissage. Nous sommes à la phase 2 du C2D. Et il y a une autre phase 3 qui se prépare. Cette année, le défi, c'est d'avoir 44 avant la rentrée. Mais en décembre, c'est d'avoir 58. Et l'année prochaine, d'avoir les 37. Et puis en 2024, d'avoir 47 sur le prêt souverain. En plus de ces 44 collèges disponibles à septembre, 58 autres seront ouverts en décembre. Ce collège a été longtemps attendu, espéré. Vous voyez, nous sommes à 28 km de Toumoudi, 15 km de Kwebo, une dizaine de kilomètres de Pakobo, 15 km de Tabo. C'était difficile pour nos enfants d'aller au collège. Ça fait vraiment le bonheur de tous les fils et filles de la région, de la tribu. Outre ces nouvelles constructions, il est prévu la réhabilitation de certaines écoles, parmi lesquelles le lycée scientifique de Yamoussoukro. Nous sommes ici sur le site qui va abriter les lycées mixtes 1 et 2 de Yamoussoukro pour désengorger le lycée scientifique et surtout pour permettre la réhabilitation du lycée scientifique. C'est un lycée historique, c'est un lycée qui doit mériter son nom, avec toutes les infrastructures, toutes les commodités qu'il faut. La visite de Marietou Koné pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux de construction des écoles de proximité
a duré 3 jours et s'est effectué à Etikun, Moronou, Atiegouakro et Labokro, dans les départements de Tiasalé, Tumodi et Yamsokro, avant de se poursuivre dans les localités de Boiflé et Boundiali. Gagnoa, la capitale du Go, a abrité samedi et dimanche la 3e édition du rallye de cette ville. Au terme des 2 jours d'épreuve, c'est le pilote Gary Chaines et son copilote Romain Comas qui ont remporté cette compétition après avoir parcouru plusieurs villages devant des populations enthousiasmées. Salif Yalekwe, Karine Kassi. Gary Chaines et son copilote Romain Comas ont remporté dimanche dernier le 33e rallye de Gagnoa après un duel musclé avec l'équipage Maxime Abondio, Hugo Borges. L'ancien champion d'Afrique termine cette épreuve en 1 heure 1 minute 12 secondes, décrochant ainsi son 2e podium de l'année après son absence au mythique rallye de Bandama. On n'a pas pu être au Bandama, donc du coup on a pris du retard sur le championnat. Donc aujourd'hui, le challenge est de pouvoir remonter tout l'écart que nous avons perdu au Bandama pour les points. C'est ce que nous sommes en train de faire. Les problèmes mécaniques n'ont pas freiné l'équipage de la Team Fana, Maxime Abondio, Hugo Borges, qui occupe la 2e place avec un chrono de 1 heure 9 minutes 38 secondes. Ces précieux points engrangés leur permettent de conserver pour l'instant la tête du championnat national. C'est le sport, c'est le rallye. Je pense que ceux qui suivent le rallye savent que rien n'est écrit. Donc oui, on a eu une journée de samedi très compliquée avec une pompe à carburant principale qui nous a lâché en pleine course. Donc on est passé sur une pompe secondaire qui est un peu moins puissante, donc sur laquelle on pouvait moins attaquer. Après, en fin de journée, on a cassé un amortisseur avant droit, ce qui nous a obligés à lever le pied également pour sécuriser la position. Dimanche, notre équipe technique a fait un travail fantastique et a remis la voiture en très bon état. Et nous avons repris les temps qui sont les nôtres habituellement pour finalement aller chercher cette 2e place qui n'a pas été si facile que ça à obtenir. Plusieurs villages de la région du Go, dont Bayekou Bassi et Onibabré, ont vibré au rythme de cette traditionnelle course. L'organisateur Sindou Fofana se dit satisfait de ce rallye tant attendu par la population. Notons que ce rallye n'a enregistré qu'un seul équipage féminin composé de Rouané Carole et Yaren Kwasi Le Noir, qui a réussi à terminer cette compétition à la 6e place. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez demain à 19h50 Ali Diarasuba. Excellente suite de programmes sur la nouvelle chaîne ivoirienne.